Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Depuis quelques mois maintenant, l'extrême droite française s'est découvert une nouvelle passion, les crypto-monnaies. Ça peut paraître étrange, je dis comme ça, mais c'est bien le cas. Qu'il s'agisse du Rassemblement National, de son parti satellite, l'UDR d'Éric Ciotti, ou encore de Reconquête, la formation d'Éric Zemmour, tous sont, semble-t-il, partis en chasse pour séduire les amateurs et les professionnels d'un secteur souvent boudé par la politique. Monsieur Ciotti, bonjour. Bonjour. Vous avez déposé il y a quelques jours à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant, je cite, à adapter la France à un nouvel ordre monétaire et embrasser Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Pourquoi est-ce qu'on a attendu 2025 pour avoir un texte complet qui s'intéresse aux vraies problématiques du monde de la crypto ? Parce que je crois qu'on est au croisement de plusieurs enjeux. Et ce tournant du Bitcoin, des crypto-monnaies, peut nous faire entrer dans une nouvelle ère, l'ère de l'indépendance, l'ère de la modernité. C'est la conséquence, sans doute, du grand chambardement opéré par Trump aux États-Unis, qui, avec ses petits copains libertariens, fait feu de tout bois côté tech et donne des idées aux extrêmes droites un peu partout dans le monde, et notamment en France. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek, et vous écoutez Programme B. Et pour mieux comprendre, comme je suis par ailleurs une bille en crypto, il me fallait l'éclairage d'un expert, en la personne de mon camarade Grégory Raymond, journaliste spécialiste des crypto-monnaies, cofondateur du média The Big Whale qui leur est dédié. Grégory, avec qui nous avons commencé par un constat, cette pleine adhésion de l'extrême droite et notamment du RN aux cryptos, eh bien c'est un revirement, voire un revirement total. Effectivement, là, si le RN est aujourd'hui favorable au Bitcoin, au crypto en règle générale, surtout en tant que stratégie industrielle et en reconnaissance de sa valeur parmi les autres actifs financiers, en fait, ça n'a pas toujours été, et il y a même eu un changement à 180 degrés depuis les premières prises de position de Marine Le Pen, parce que en 2016, je crois que c'est la première fois qu'elle en a parlé, elle était tout simplement pour son interdiction. Donc ouais, c'est un gros changement. Alors, je trouve qu'à l'époque, c'était une position assez logique, car le Bitcoin, c'est une monnaie sur laquelle les États n'ont aucune influence. Donc, c'est quand même un pouvoir régalien qu'on affaiblirait. Donc, moi, je trouvais ça très cohérent qu'elle s'inscrive contre le Bitcoin à cette époque. Et aussi, il faut relire tout le communiqué qui avait été envoyé aussi. Elle expliquait que le Bitcoin, c'était une création du lobby des banques d'affaires de Wall Street, que c'était relayé par le forum de Davos. Et ça s'inscrivait dans la fin programmée de l'usage du cash. Donc en fait, ça cochait toutes les cases du fantasme de la monnaie mondiale promue par une sorte de gouvernement mondial secret qui grignoterait notre souveraineté. Donc selon Marine Le Pen, le Bitcoin, c'était tout ça à l'époque. Cette vision était assez cohérente avec celle du FN de l'époque, parce qu'à l'époque, c'était le FN et pas le RN. Parce qu'ils faisaient de la sortie de l'UE et du retour au franc un point important de leur programme. Donc du coup, Bitcoin, qui est une monnaie alternative qui peut s'inscrire éventuellement contre les monnaies étatiques traditionnelles, ça pouvait être un sujet, quoi. Et comment est-ce qu'on explique ce changement, Grégory ? Le changement, il est assez récent, et c'est sans aucun doute le succès qui a été rencontré par Trump autour de ce sujet qui a changé les choses, parce que il a quand même fait la démonstration que c'était salvateur en fait de s'adresser à un électorat en fait qui appréciait le Bitcoin. Donc c'est ce que Trump a fait pendant toute sa campagne en 2024. Et moi j'avais suivi ce mouvement de près, et j'avais remarqué qu'il y avait plusieurs études qui avaient été publiées à ce moment-là, et qui avaient signalé que dans les swing states, donc en fait ces États qui sont indécis politiquement, qui ne sont ni démocrates ni républicains, et qui peuvent en fait basculer de l'un à l'autre en fonction des élections, il y avait dans ces États-là de nombreux électeurs indécis eux-mêmes qui estimaient qu'il fallait que le futur président adresse ce sujet positivement. C'est surtout pour ça que Trump s'est adressé à eux. Ça lui a assurément permis de conquérir un nouveau réservoir électoral. Et après, c'est quand même aussi marrant de constater que en fait, Trump, il a fait le même cheminement de pensée que Marine Le Pen, parce qu'il était historiquement opposé au Bitcoin. Pendant son premier mandat, il avait pris position contre le Bitcoin.
Donc, en fait, voilà, les temps changent, j'ai l'impression, quoi. Et aussi, quelque chose d'intéressant, c'est qu'une fois qu'il a été élu, Trump, forcément, moi, je me suis dit, mais est-ce que ça va pas faire tache d'huile en France? Et donc, je suis allé poser la question au RN dès le milieu du mois de novembre 2024, donc quelques jours après son élection. Je voulais savoir si leur position sur le sujet avait changé. En novembre 2024, le parti n'avait pas de position officielle encore, mais son monsieur économie, donc qui est Jean-Michel Tanguy, il m'avait dit très clairement que c'était n'importe quoi le Bitcoin et que c'était pas du tout intéressant de vouloir constituer une réserve nationale à l'époque. Donc visiblement, de l'eau a coulé sous les ponts parce qu'aujourd'hui, le RN et aussi plus globalement tous les autres partis classés à droite, voire très à droite, ils ont tous désormais pris fait et cause et ils proposent en fait une stratégie pro-Bitcoin. Moi, je trouve que l'explication, elle est assez simple, elle est opportuniste. Il y a un électorat jeune et technophile à aller chercher. Et traditionnellement, tous les partis politiques français se sont un peu pincés le nez sur le sujet. Il y avait beaucoup de poncifs qui étaient exprimés, mais je pense qu'il y avait surtout une mauvaise compréhension du sujet. Et donc, quand on fait bosser maintenant des gens dans les partis sur ce sujet-là, qu'on arrive à construire un discours cohérent, ça peut valoir le coup d'aller parler à ce nouveau réservoir de voix, quoi. Il est temps que nos États investissent dans le Bitcoin pour constituer des réserves stratégiques nationales. Sarah Knafo au Parlement européen en décembre 2024. Il est temps de développer l'industrie du minage. Osons la liberté. Cessons d'avoir peur de notre ombre. Restons fidèles à l'ambition de notre civilisation. Alors j'ai l'impression, et tu vas me dire si je me trompe, qu'en France, ce rapprochement il est surtout venu du parti Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour, notamment via Sarah Knafo, qui est sa compagne, mais qui est surtout eurodéputée, et qui incarne peut-être le pendant français des mouvements libertariens américains actuels. Oui, je suis d'accord. Alors en France, je ne sais pas si on peut vraiment parler de proximité avec le milieu libertarien, mais c'est surtout la frange la plus libérale des partis politiques français qui s'intéressent au sujet. Et tu as raison de parler de Sarah Knafo, parce qu'en fait, selon moi, c'est quand même celle qui a le moins d'opportunisme à ce sujet-là, qui est une vraie conviction. Elle était la première vraiment à en parler en décembre 2024. Donc, elle parlait déjà de la constitution d'une réserve nationale de Bitcoin. C'était un grand discours au Parlement européen. Elle parlait de l'expérience réussie du Salvador à ce sujet-là, qui a quand même fait 100% de plus-value depuis 2021 et qui accumule du Bitcoin un peu toutes les semaines. Sarah Knafo s'était aussi opposée fermement au projet d'euro numérique de la BCE, qui est un des grands sujets de l'écosystème. Et elle a rencontré aussi beaucoup de leaders internationaux de cette industrie. Je pense notamment à Michael Saylor, qui est le patron de Strategy, qui est l'entreprise privée qui détient le plus de Bitcoin dans le monde, l'équivalent de 60 milliards de dollars. Donc il y a une vraie conviction derrière tout ça. Et on peut quand même revenir aussi à Éric Zemmour, qui avait fait des petites propositions pour l'écosystème crypto lors de la campagne de 2022. Donc oui, s'il fallait déterminer qui étaient les pionniers en France sur ce sujet-là, c'est clairement Reconquête. Mais aujourd'hui, on en parle quand même globalement dans tous les partis de droite, côté Marine Le Pen. Donc les premières propositions sont arrivées en mars 2025. Mais Marine Le Pen, elle a vraiment une vision industrielle du sujet, parce qu'elle veut vraiment utiliser les surplus d'électricité produite, notamment par les centrales nucléaires françaises, pour miner du Bitcoin et constituer une réserve nationale. Donc c'est vraiment sous ce prisme-là que le RN en parle le plus. Après, il y a Éric Ciotti qui en parle aussi beaucoup. En octobre, il a notamment fait beaucoup parler de lui parce que son parti, l'UDR, a déposé une proposition de loi pro-crypto avec plein de propositions. Donc, il y avait aussi cette histoire d'utiliser les surplus d'énergie des centrales nucléaires pour miner du Bitcoin, mais aussi quelque chose, je trouve, qui était quand même assez fort à ce moment-là, c'était d'utiliser 25% de la collecte annuelle du livret A et du LDDS pour abonder une réserve nationale qui serait aussi grossie par les saisies criminelles qui seraient pas vendues, alors que juste aujourd'hui elles sont vendues aux enchères. Et c'est pas le seul. Il y a aussi David Lisnard, donc qui est je pense un peu le moins à droite de tous ces gens qu'on cite. Il navigue autour des Républicains, même s'il a son petit parti. Alors, il dit des choses intéressantes. Alors lui, c'est vraiment le côté entrepreneur, libéral. On peut pas dire qu'il soit franchement
pro-Bitcoin, mais il a une bonne compréhension des enjeux et il milite pour le développement de l'écosystème, des entreprises liées à ce secteur-là en France. Il a pris fait et cause aussi pour le développement des stablecoins euros, parce qu'il y a un énorme enjeu de souveraineté à ce sujet-là. Un stablecoin, juste pour préciser, c'est une crypto-monnaie stable, c'est-à-dire une crypto-monnaie adossée à une monnaie fiduciaire comme l'euro ou le dollar. Il parle des leviers de compétitivité qu'il peut y avoir avec tout ça. Bon, lui aussi, il parle du minage via les excédents énergétiques des centrales nucléaires. Il parle aussi de baisse de la fiscalité et aussi du rejet de l'euro numérique. Voilà, si on devait faire un paysage en fait des partis politiques qui en parlent en France, ce serait cela. Alors, ce qui est intéressant, Grégory, c'est de voir également par où elle passe, cette opération de séduction du monde de la crypto par les partis de droite et d'extrême droite. C'est-à-dire que, outre leur activité parlementaire, ils vont aussi directement parler à l'écosystème en allant s'exprimer, par exemple, chez les influenceurs qui y sont liés. Bah oui, les partis politiques qui s'intéressent du coup aux électeurs pro-crypto, ils ont compris comment cet écosystème fonctionnait et comment les gens s'informaient, surtout les particuliers. Historiquement, les médias ont quand même démarré assez tard pour traiter le sujet, donc ce sont les influenceurs qui l'ont préempté, donc notamment à travers des chaînes YouTube. Et aujourd'hui, la plupart des particuliers font ça, même s'il y a des médias spécialisés comme The Big Whale qui traitent le sujet, mais plutôt côté B2B. Et le cas le plus intéressant, c'était Éric Ciotti qui allait parler chez Asher, donc c'est la première chaîne YouTube francophone. Il se rapproche de mémoire des 800 000 abonnés, donc c'est quand même assez important comme audience. Et en fait, oui, il parle directement à ce nouvel électorat. Mais bon, je pense que c'est pas que l'apanage des cryptos, ce genre de choses. Hein. Globalement, les partis politiques s'adressent aux influenceurs pour court-circuiter les médias traditionnels. Et ça leur permet aussi, alors ça dépend, les influenceurs, les youtubeurs qui interviennent, mais souvent les questions sont peut-être un peu moins difficiles. Le jeu de la contradiction est peut-être un peu moins appliqué et c'est peut-être plus simple comme exercice pour les partis politiques. Donc, si on se met à leur place, ils ont tout intérêt à le faire. Et alors, comment est-ce que le secteur réagit à ces appels du pied ? Parce que il faut dire que pas mal d'acteurs de la crypto sont quand même plutôt très méfiants vis-à-vis de tout ce qui peut ressembler à l'État, à de la régulation, à des lois, etc., etc. Alors, il y a l'écosystème crypto, il est quand même assez hétérogène. Hein. Il y a tout simplement les investisseurs. Après, il y a les entrepreneurs du secteur, des gens qui ont besoin quand même de politiques qui les soutiennent et qui sont pas forcément anti-État. Donc, chacun aura un peu un jugement différent, mais quand même globalement, de ce que je vois, en tout cas dans le tissu entrepreneurial, il y a quand même un accueil favorable. Mais en fait, ça dépasse la coloration politique de ceux qui proposent des choses sur les cryptos. En fait, on arrive là au bout de plusieurs années où on observait quand même un dénigrement extrêmement important du secteur, des entrepreneurs qui travaillaient, qui essayaient de développer des choses. On avait énormément de fermetures arbitraires des comptes bancaires, que ce soit personnels ou professionnels, des sorties dans les médias où en gros on assimilait les gens qui étaient dans le Bitcoin à des terroristes, ou en tout cas des gens qui facilitaient les flux des terroristes, le blanchiment. Enfin, ce secteur a été extrêmement, comment dire, critiqué de façon, je veux dire, c'est parfois, enfin même la plupart du temps, c'était quand même assez injuste. Il est bien sûr que tout n'est pas rose dans ce secteur-là, mais le tissu industriel français qui s'évertue à travailler à travers la régulation, à travers l'AMF, ce genre de choses, il en avait peut-être un peu marre de se faire traiter de criminel depuis des années. Donc moi, je suis le secteur depuis 2017 et je peux vraiment confirmer que les entrepreneurs du secteur en avaient gros sur le moral. Donc, si des partis politiques, en fait, qui soient de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, peut-être peu importe, mais s'il y a des partis qui enfin proposent au moins à minima de pas traiter les gens de criminels, voire de soutenir leur développement, en fait, je peux comprendre qu'ils voient ça d'un bon œil. Après, il faut pas être aveugle. Il y a beaucoup d'opportunisme de la part de ces partis politiques. On ne sait pas du tout si ça serait suivi par des faits une fois qu'il serait élu. Donc il faut quand même rester un peu attentiste par rapport à ce genre de choses, quoi, parce que là, c'est très électoraliste en fait ce qu'on est en train de voir. À droite, il y a plus de diversité. Alors pourquoi d'ailleurs il y a plus de diversité de pensée, de courants de pensée à droite ? Pierre Noisa, un des pionniers de la crypto-monnaie en France, en mai 2025.
C'est-à-dire qu'ils sont pas obsédés. Par exemple, les gens de droite sont pas obsédés par l'égalité. Ils ne pensent pas que l'égalité, c'est la panacée, que les gens, ils veulent être heureux. Ils veulent pas être égaux, ils veulent être heureux. Hein. L'égalité ne génère pas le bonheur. Enfin, en tout cas, je l'ai pas vu nulle part. Il y a aussi quand même, Grégory, des convergences d'intérêts ou d'agenda politiques. Je pense par exemple au fait que, comme l'a souligné Mediapart, que des entrepreneurs très médiatiques comme Pierre Noisa, qui est donc le créateur de Paymium, qui est un des pionniers de la crypto-monnaie en France, s'affichent ouvertement avec l'extrême droite. Oui, ça match pas mal sur certaines de ces personnalités, effectivement. Mais moi, je tiens quand même à dire que tous les gens qui travaillent ou qui s'intéressent au milieu des actifs numériques ne sont pas forcément tous des libertariens, ne sont pas tous forcément sceptiques de l'État. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnalités très visibles, notamment Pierre Noisa, oui, qui s'est affiché avec Reconquête, et c'est incontestable qu'il y a un match entre certaines personnalités et certains partis. Mais on ne peut pas mettre tout l'écosystème dans le même sac. Ça reste un écosystème entrepreneurial et économique, mais les gens ont leur propre parti pris politique, et il y a ces débats qui sont dans l'écosystème depuis toujours. Par exemple, en fait, il y a quand même une partie importante de l'écosystème qui est là pour le côté, en fait, qui se reconnaît dans le mouvement qui a suivi Occupy Wall Street, le mouvement qui s'est construit en fait post 2008 pour lutter contre la finance folle, les banques qui faisaient n'importe quoi, le fait que les États en fait socialisent les pertes. En fait, à travers tous les plans de sauvetage, en fait, Bitcoin est aussi né à travers ça. Donc, il y a aussi une grande partie des gens qui représentent en fait un courant libertaire de gauche. Donc, il y a ces débats philosophiques qui sont là depuis longtemps. Et il ne faut vraiment pas croire que tout l'écosystème crypto est libertarien. Est-ce que ça a des chances, tout ça, Grégory, de faire bouger les lignes politiquement sur les crypto-monnaies? Ou est-ce que, au contraire, le fait que ce soit un peu comme ça capté par l'extrême droite, ça va marginaliser le sujet encore plus aux yeux du reste du spectre politique? Alors, c'est une très très bonne question. En fait, moi, je me pose beaucoup de questions sur ce que la gauche, en fait, sera capable de proposer sur ce sujet-là. Parce que là, si on récapitule, la droite et l'extrême droite a des positions, a des convictions sur le sujet. Le président Emmanuel Macron, pas plus tard que cette semaine, a publié une tribune dans le Financial Times, globalement, où il parlait de guerre commerciale. Il a appelé aussi au développement intensif en fait des stablecoins euros, qui est un énorme sujet de compétitivité. Donc en fait, on peut dire que le parti présidentiel a aussi des convictions sur le sujet. Maintenant, les grands absents, c'est la gauche. Et moi, en fait, je me demande pourquoi elle n'en parle pas plus. Parce que en fait, comment dire, c'est un peu. Moi, je trouve que c'est un peu dommage, parce que c'est comme si seulement la droite en fait avait été capable d'avoir une vision sur le développement d'Internet dans les années 90-2000. Là, il s'agit pas d'être simplement pour ou contre. Le sujet est très complexe. Mais en fait, il faut adresser les besoins d'un monde qui est en train de changer, et pas simplement se mettre un voile sur les yeux. Pour avoir discuté avec des personnalités dans les différents partis de gauche ces dernières semaines, en fait, moi, j'ai surtout remarqué que, d'une part, il y a une méconnaissance du sujet. Après, il faut dire que on peut pas tout savoir dans le milieu de la tech, de l'économie. En tout cas, ils n'ont pas choisi de mettre le poids du corps là-dessus. Comme autour de l'IA, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont proposées sur les grandes technologies de rupture. Donc, il y a un petit problème avec ça. Et je pense que, d'autre part, je pense qu'on se dit du côté de la gauche qu'il y a trop de coups à prendre de la part de son propre électorat si on s'empare du sujet. Parce que le sujet aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, pour les gens qui suivent de loin, les actifs numériques, c'est un truc de droite. Donc en fait, si la gauche essaye de s'en emparer, ils risquent, à mon avis, ils se disent qu'ils pourraient perdre des plumes. Donc on préfère se pincer le nez, malheureusement. Alors le seul sujet où il y a quand même un peu de débat, c'est autour de l'euro numérique. C'est le projet qui est poussé par la Banque centrale européenne, qui est né en fait après l'émergence du projet avorté par Facebook de monnaie numérique qui s'appelait Libra, et qui a changé de nom pour Diem, qui était arrêté. En fait, à ce moment-là, les banques centrales se sont dit oula, il y a des acteurs privés qui sont en train de un peu prendre le pouvoir sur la monnaie. Il faut que les banques centrales en fait proposent une alternative à ce genre de choses, une alternative publique. Et donc c'est pour ça que l'euro numérique est né. Mais l'euro numérique, il y a énormément de débats autour, notamment autour de la surveillance.
du business en fait que ça risque de prendre aux banques, la façon dont se transmettra aussi la politique monétaire. Enfin voilà, il y a plein de sujets. Donc la gauche, elle s'exprime que là-dessus à travers de la monnaie, à travers le bien public que ça constitue. Sauf qu'en fait, il y a tout un étage privé de la monnaie, la monnaie commerciale, la monnaie qu'on utilise tous les jours, c'est de la monnaie commerciale, ce qui n'est pas ce qui est sur vos comptes bancaires, c'est de la monnaie commerciale, donc de la monnaie privée. Et les stablecoins, c'est l'équivalent dans l'espace blockchain. Et ce sujet-là, il faut absolument l'adresser parce que 99% des stablecoins dans le monde sont du dollar. Ça veut dire que en fait, si on ne fait rien pour développer les stablecoins euros dans un délai très proche, en fait, on s'en rendra pas compte, mais on paiera notre café en dollars en France. Donc, il faut absolument avoir une politique dessus, des convictions. Et moi, j'espère que tous les partis, en fait, seront capables de proposer quelque chose dessus. Encore une fois, il s'agit pas d'être pour ou d'être contre, mais adresser en fait les besoins complexes en fait que ça suscite. Merci à Grégory Raymond pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.